Bonjour à tous. Si vous nous regardez en replay ou si vous êtes avec nous, soyez les bienvenus pour cette réunion qui a vocation à revenir sur la publication de la semaine dernière au sujet des résultats semestriels de l'exercice 24-25 de Wavestone. Je salue la présence des membres internes du comité consultatif des actionnaires individuels qui demeurent fidèles à ces rendez-vous. Merci à celles et ceux qui se connectent et qui vont nous rejoindre. Je propose un moment en deux temps. Un premier temps où je laisserai la parole à Pascal Imbert pour revenir sur la publication de la semaine dernière et un second temps de questions-réponses que vous pourrez poser soit en ouvrant votre micro directement et en levant la main, soit en les posant dans le chat avec Blandine. Nous y prêterons une attention toute particulière et nous les ferons remonter si nécessaire. Voilà pour cette rapide introduction. Je vous propose de laisser la parole à Pascal. Merci Benjamin, bonjour à tous. Et donc effectivement, comme Benjamin l'évoquait, nous avons présenté la semaine dernière nos résultats semestriels 2024-2025 et nous avons abordé nos perspectives pour la fin de l'exercice. Je vous propose de commencer par regarder un certain nombre de points clés de l'activité dans le courant du premier semestre de l'exercice, donc sur la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024. Tout d'abord, le taux d'activité de la société s'est établi au même niveau que celui qui avait été réalisé au cours de l'exercice dernier, en dépit d'un marché qui reste extrêmement challenging. Ce taux d'activité est resté à 73%. Ce 73%, c'est quand même plus bas que notre niveau normatif, qui est plutôt de 75%. Et par ailleurs, nous avons été à 73%, mais avec certaines parties de certains périmètres de l'activité qui ont eu un peu plus de difficultés que les autres, et en particulier sur le périmètre historique Wavestone, on s'est situé un petit peu plus bas que le 73%, à 72%. Le reste des activités qui ont rejoint Wavestone donc dans les derniers mois, Qperior et Aspirant, ont relevé un petit peu ce taux d'activité global et ont permis effectivement de maintenir le taux de 73%. En matière de prix de vente, le prix de vente s'est établi à 937 € en moyenne sur l'ensemble du semestre. Il avait monté un petit peu au premier trimestre par rapport à l'exercice précédent. Il baisse un petit peu pendant l'été. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que sur l'ensemble du semestre, ce 937 €, il est exactement équivalent au prix de vente que nous avons observé sur la fin de l'exercice précédent. Donc, même s'il y a eu des fluctuations courte période, pour l'instant, je dirais qu'il y a une stabilité des prix de vente. On était exactement à 937 € au quatrième trimestre d'exercice précédent, sur le même périmètre. Et donc, on est sur un prix de vente qui est stable. C'est exactement la même chose sur le périmètre historique de Wavestone. Hors Qperior et Aspirant, le prix de vente au quatrième trimestre de l'année dernière était de 898 € et nous sommes restés au même niveau sur l'ensemble du premier semestre. Le carnet de commandes, lui, s'est replié par rapport à la position au 31 mars 2024. Au 30 septembre 2024, nous avions un carnet de commandes qui était de 3,7 mois de visibilité. Donc, l'ensemble des commandes engrangées, mais non encore réalisées, représentait 3,7 mois de travail des équipes de consultants de Wavestone. C'est un chiffre qui est un petit peu en repli. Vous voyez d'ailleurs ce repli sur le périmètre constant. Il est d'à peu près 0,7 mois de repli par rapport au 31 mars 2024. On n'avait pas la donnée au 31 mars 2024 sur l'ensemble du périmètre, puisqu'à cette époque-là, nous n'avions pas encore déployé les indicateurs opérationnels de Wavestone chez Qperior et Aspirant. Mais effectivement, on est en repli. C'est un repli qui est tout à fait habituel à cette période de l'exercice. L'activité commerciale ralentit pendant l'été, donc il n'est pas étonnant de voir un carnet de commandes qui se replie, mais c'est aussi le fruit d'un point que j'évoquais à l'instant, qui est que le marché est difficile, et donc il y a un attentisme assez marqué de la part des clients, et ça a contribué à ce repli du carnet de commandes. Pour autant, on entre dans une période de l'année où là, au contraire,
les prises de commandes s'accélèrent. Il y a traditionnellement une accélération des prises de commandes sur le dernier trimestre et nous pensons que nous serons revenus au-dessus de 4 mois de carnet de commandes au 31 décembre 2024. Le turnover des effectifs de Wavestone se situe à un niveau qui reste un niveau bas. C'est effectivement le corollaire de la situation de marché qui est compliquée sur le plan commercial. Par contre, en corollaire, la situation de marché est très détendue sur le plan des ressources humaines. C'est plutôt facile de recruter et il y a moins de turnover que notre niveau normatif. Je vous rappelle que notre niveau normatif, il est plutôt aux alentours de 15% de turnover en rythme manuel. Là, nous sommes à 13% en rythme manuel. C'est stable par rapport au turnover de l'année dernière ou même celui qui était observé au 30 juin 2024. Et enfin, donc, le plan de recrutement est maintenu. Nous sommes sur un plan de recrutement qui prévoit de faire 1000 recrutements bruts sur l'ensemble de l'exercice. Nous allons exécuter ce plan de recrutement dans un marché, comme je le disais, qui est plutôt détendu. Nous pourrions recruter plus et ce qui limite aujourd'hui notre recrutement, c'est notre appréciation de la situation de marché qui nous amène à être assez prudents dans ce plan de recrutement qui est, je dirais, plutôt un plan de recrutement assez conservateur par rapport à ce que nous pouvons réaliser généralement en rythme de recrutement dans un marché, je dirais, plus normatif. L'activité de Wavestone sur le premier semestre a vu une répartition du chiffre d'affaires qui a peu varié par rapport à l'exercice précédent. Alors, au cours de l'exercice précédent, on avait beaucoup fait varier la répartition de ce chiffre d'affaires en cours d'exercice du fait de l'intégration dans un premier temps du cabinet de conseil allemand Superior, puis d'Experiment Consulting. Mais depuis cette période, il n'y a pas eu d'évolution sensible. La France représente toujours à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Wavestone, l'Allemagne un peu plus d'un quart, la Suisse à peu près 10%. Peut-être seul phénomène à signaler dans le cadre de cette analyse des résultats semestriels, c'est le fait que la part que représente l'Amérique du Nord dans notre chiffre d'affaires progresse un petit peu. On était à 7% l'année dernière, on passe à 8% cette année. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fait que, d'une part, Experiment Consulting est en pleine forme et donc fait une jolie croissance de chiffre d'affaires. Et on commence à percevoir en Amérique du Nord je dirais un marché qui commence à être plus dynamique que sur le reste des géographies sur lesquelles intervient Wavestone. En matière de répartition par secteur d'activité de nos clients, vous voyez que là aussi, il n'y a pas beaucoup de changements. La banque et l'assurance restent en tête de nos secteurs d'activité. Le transport a progressé un petit peu par rapport à l'année dernière dans la part de chiffre d'affaires qu'il représente. Le transport pour Wavestone, c'est en particulier des opérateurs ferroviaires et donc au premier rang desquels Deutsche Bahn, qui est maintenant le premier client du cabinet, mais également ensuite SNCF, SBB, l'opérateur ferroviaire en Suisse, et puis de manière un peu plus marginale, des opérateurs de transport régional ou urbain. L'énergie se porte bien. Je pense qu'elle a également progressé un petit peu par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas le cas de l'industrie, où au contraire, là, le business est plus difficile, mais pour autant, ça ne fait pas profondément varier la part de chiffre d'affaires dans le secteur de l'industrie. Le secteur public, le secteur biens de consommation, luxe et retail sont les deux derniers secteurs. Et puis ensuite, on intervient chez des clients qui appartiennent à d'autres industries diverses qu'on a regroupées sous le vocable autre. Et vous voyez la liste de nos 20 premiers clients. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux clients dans ces 20 nouveaux clients, mais il y en a un que j'aimerais mentionner, qui est le 20e, qui est Westinghouse, qui est donc un client nord-américain chez lequel il y a une vraie percée réalisée dans le courant du premier semestre. Et là aussi, c'est un signal encourageant pour nos activités en Amérique du Nord.
La grande actualité du semestre, ça a été bien sûr le programme d'intégration entre Wavestone et Cuperior. Et je dirais de manière très synthétique, le programme d'intégration se déroule extrêmement bien. Nous sommes en avance sur notre programme d'intégration. Nous travaillons sur différents plans qui sont d'une part des travaux pour doter le nouveau groupe d'une gouvernance intégrée, d'un système d'information intégré, d'une finance également, d'une direction financière intégrée. Nous avons travaillé également sur le fait de rassembler les équipes, de leur permettre de se connecter entre elles, de développer finalement les connexions pour que petit à petit les équipes se découvrent, que tout le monde se sente Wavestone. Je vous rappelle que Cuperior a basculé sous la marque Wavestone dès le printemps de cette année. Espirant basculera sous la marque Wavestone à partir du 1er avril 2025. Et donc, c'est important, ces nouvelles équipes, de les intégrer sous la bannière Wavestone, que les coopérations puissent se développer rapidement. Le temps fort du semestre, ça a été donc le basculement effectivement des équipes de Cuperior sous la marque Wavestone. À cette occasion, nous avons réuni l'ensemble des équipes du cabinet à Paris, d'une part pour faire du networking, permettre aux équipes de se découvrir et par ailleurs pour organiser une grande convention au cours de laquelle nous avons dessiné les ambitions du nouveau groupe. Vous voyez une photographie de cette convention. Et le dernier aspect du programme d'intégration, le plus important, c'est bien sûr les synergies commerciales. Si nous nous sommes rapprochés entre Cuperior et Wavestone, c'est pour franchir un cap et devenir encore plus attractif vis-à-vis de nos clients. Encore plus attractif, ça veut simplement dire avoir déjà une surface plus importante, nous permettant d'avoir un poids plus fort chez nos clients et jouer un rôle de premier plan chez eux, mais ça veut dire aussi jouer sur des synergies de compétences ou des synergies plus proprement parler commerciales pour exploiter nos positions de part et d'autre. Et ces synergies se développent. Elles représentent au total 25 millions d'euros. 25 millions d'euros dans le courant du premier semestre ont été vendus de manière commune dans le courant du premier semestre, et ce chiffre est en croissance rapide. Peut-être passer au slide suivant, Benjamin. En termes de chiffres, les chiffres clés du semestre, c'est d'une part, en matière de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui, vous le voyez, a bondi par rapport à l'année dernière, mais ça, c'est l'effet périmètre. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que de manière organique, la croissance organique par rapport au premier semestre de l'année dernière a été une croissance de 2%. Si on compare par rapport au compte pro forma 2023-2024, c'est-à-dire comme si, quand je parle de compte pro forma, c'est comme si Cuperior et Aspirant Consulting avaient été consolidés dans les comptes de Wavestone depuis le 1er avril 2023. Et donc, sur des bases comparables, à périmètre comparable, la croissance est de 2%. Et cette croissance, il faut l'analyser au regard d'un effet jour sur le premier semestre, qui était un effet jour positif, également de 2%. Donc, en quelque sorte, en termes de croissance économique, en fait, notre chiffre d'affaires n'a pas progressé par rapport à l'exercice dernier. Il est resté stable. C'est le reflet du marché difficile que j'évoquais à l'instant. C'était quelque chose que nous avions indiqué dès le début de l'exercice en disant sur le premier semestre, nous n'anticipons pas de croissance significative de notre chiffre d'affaires. Donc, la croissance a été limitée à 2%, et donc il faut par ailleurs analyser comme une stabilité du chiffre d'affaires plutôt qu'une croissance du chiffre d'affaires. Le deuxième élément important, c'est le fait que la rentabilité opérationnelle, la marge opérationnelle récurrente, s'est établie à 10,1%. Ce 10,1%, il faut le comparer, donc il faut l'analyser en ayant en tête que ce chiffre d'affaires du premier semestre est traditionnellement plus faible
que le chiffre d'affaires du second semestre, et vous verrez tout à l'heure que donc, notre guidance pour l'ensemble de l'exercice se situe plutôt à 12,5%. C'est une saisonnalité qui existait depuis longtemps chez Wavestone et qu'on retrouve à peu près identique chez Q-Parior. Cette saisonnalité, elle vient du fait que les mois d'été, les consultants produisent moins de missions, l'activité se ralentit, et donc il y a une rentabilité des opérations qui est plus faible. Cette année, la saisonnalité a été accentuée par le fait que dans le cadre du programme d'intégration, on a engagé un certain nombre de dépenses au premier semestre, en particulier des dépenses liées au basculement de marque, les dépenses liées à l'événement dont je viens de parler à l'instant, permettant de réunir l'ensemble des équipes. Et donc, on a concentré un certain nombre de dépenses sur le premier semestre, sachant qu'on va dépenser moins par contre sur le second semestre. Il était important, en particulier les dépenses d'animation interne, d'en tirer parti pour faciliter le rapprochement entre les équipes. Et donc, ça accentue la saisonnalité habituelle entre le premier et le second semestre. Et enfin, les deux derniers chiffres que je voudrais évoquer, c'est le résultat net part du groupe, qui progresse de 19% par rapport à l'année dernière, et sans doute peut-être plus important, le bénéfice net par action, le résultat net part du groupe par action, qui s'élève à 1,11 € par action, contre 1,16 € l'année dernière. Ces deux chiffres-là sont strictement comparables. Certes, le périmètre est plus important cette année, mais en contrepartie, on a émis un certain nombre d'actions pour pouvoir réaliser le rapprochement avec Q-Parior. Donc, ce qui est important, c'est de voir si finalement cette opération produit une progression du résultat net par action. Donc, sur le premier semestre, on voit un petit repli du résultat net par action. Ça ne sera pas le cas sur l'ensemble de l'exercice vraisemblablement. Mais vous voyez donc que nous allons désormais publier ce résultat net par action pour permettre d'avoir des bases de comparaison vues de chaque actionnaire de Wavestone qui soient parlantes pour vérifier que nous arrivons dès l'exercice 2024-2025 et j'espère plus encore dans les exercices suivants à faire progresser ce résultat net par action, notamment à l'aide du rapprochement, des rapprochements que nous avons réalisés. En termes de bilan, un seul chiffre que je souhaite commenter, c'est l'évolution de la situation de trésorerie nette. Nous étions en situation de trésorerie nette à hauteur d'à peu près 20 millions d'euros au 31 mars 2024. On est en situation de dette financière nette de l'ordre de 39 millions d'euros au 30 septembre 2024. C'est lié d'une part à des décaissements importants qui ont traditionnellement lieu tous les ans dans le courant du premier semestre, qui nous amène à consommer du cash sur le premier semestre. Ces décaissements importants, c'est le paiement des bonus des collaborateurs, le paiement de la participation des salariés en France, le paiement des dividendes qui intervient également dans le courant du premier semestre. Cette année s'est ajouté à ces décaissements le décaissement du complément de prix Q-Parior qui était de 35 millions d'euros. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments associés à une augmentation, là aussi traditionnelle, du besoin en fonds de roulement dans le courant du premier semestre qui conduit à une situation de dette financière nette de près de 39 millions d'euros au 30 septembre. Très traditionnellement aussi, c'est au second semestre que la société est génératrice de cash, et donc ça va également à nouveau être le cas cette année, et nous reviendrons en situation de trésorerie nette positive au 31 mars 2025, sous l'effet de la génération de cash importante dans le courant du second semestre. Nous visons une trésorerie nette de l'ordre de 20 millions, positive de l'ordre de 20 millions d'euros au 31 mars 2025. Je vais passer au slide d'après. Et ça, c'est pour préparer la réponse à une question que j'ai déjà vue dans le chat. Ce slide montre l'évolution du cours de l'action, d'une part depuis le 1er janvier 2023, et puis d'autre part la performance year to date, c'est-à-dire la performance depuis le 1er janvier 2024. Donc vous voyez que
sur l'ensemble de la période depuis le 1er janvier 2023. Le cours de Wavestone progresse un tout petit peu, un modeste plus 2%. On fait mieux que notre indice de référence, le CAC Mid and Small. Mais par contre, si on regarde ce qui s'est passé en 2024, là, la situation s'inverse et on fait nettement moins bien que le CAC Mid and Small, puisque l'action de Wavestone baisse de 25% par rapport au 1er janvier de cette année, alors que le CAC Mid and Small a lui aussi reculé, mais de manière moins significative, à hauteur de 9%. Voilà donc pour des éléments relatifs au premier semestre. Je voudrais terminer par quelques mots sur les perspectives de Wavestone sur le second semestre. Et donc, je disais tout à l'heure que le premier semestre, la croissance a été très limitée, mais que c'était quelque chose qui était attendu dans notre plan de marche. Par contre, nous attendions dans notre plan de marche une progression plus rapide du chiffre d'affaires dans le courant du second semestre, non pas parce que nous espérions une reprise de l'activité sur le marché, mais parce que nous tablions sur le fait que le marché du conseil allait rester à peu près stable, allait se stabiliser et rester à peu près identique tout au long de l'année 2024 par rapport à ce que nous connaissions donc, au printemps de l'année 2024. Cette hypothèse ne s'est pas avérée et nous avons été confrontés à une demande de conseil qui est devenue de plus en plus faible dans le courant de l'exercice, avec finalement un contexte économique global chez nos clients qui a commencé à peser dans les délais de décision, le lancement de nouveaux investissements, leur volonté d'engager des dépenses de conseil, et dans le même temps, bien sûr, avec une concurrence accrue entre l'ensemble des acteurs de conseil sur le marché. Ce ralentissement, il a été particulièrement sensible dans un certain nombre de secteurs. La banque est un secteur qui, à vrai dire, était déjà difficile au début de l'exercice. Dans l'industrie, la conjoncture n'était pas très bonne, mais elle s'est considérablement durcie, en particulier dans l'industrie automobile, dans le courant de l'année 2024. Le retail et les services publics sont restés des secteurs eux également difficiles. Les secteurs publics, c'est surtout en France qu'on a connu cette difficulté. Et par ailleurs, autre secteur qui a connu une évolution négative de son activité, c'est le luxe. Le luxe, jusqu'à cet été, était un des secteurs qui nous permettait de compenser la baisse de chiffre d'affaires chez un certain nombre de clients. Mais depuis cet été, la situation s'est retournée sous l'effet finalement de la désillusion chinoise et du fait que la Chine ne redémarre pas. Et donc, ça amène des acteurs du luxe à serrer les boulons et finalement à protéger leur rentabilité en ralentissant leurs investissements, en essayant de trouver des économies pour éviter d'être déséquilibrés par cette croissance qui ne vient pas de la Chine. Donc, durcissement d'un certain nombre de secteurs et particulièrement, ce qui vraiment a fait évoluer les choses, c'est l'industrie et le luxe. Ensuite, certains clients, les uns après les autres, ont engagé des plans d'économie. Et du coup, le terrain fertile sur lequel on est susceptible de trouver du chiffre d'affaires supplémentaire, il se réduit au fur et à mesure de l'avancée dans cette année 2024. L'énergie reste toujours un terrain fertile et même, je dirais, porteur. Le transport, je l'ai évoqué tout à l'heure. Au sein de l'industrie, il y a un petit segment qui reste assez porteur, qui est le secteur de la pharma, le secteur des life sciences, qui se développe et sur lequel nous mettons l'accent pour essayer de générer plus de chiffre d'affaires. Et l'assurance reste globalement résiliente. Et puis ensuite, il y a certains sujets, certaines offres qui permettent là aussi de tirer leur épingle du jeu et sur lesquels on arrive à dégager de la croissance pour compenser la décroissance sur les secteurs qui souffrent, des terrains de jeu tels que la cybersécurité, le cloud, le conseil en
sur SAP ou encore un sujet qui reste encore limité, mais qui connaît une croissance maintenant assez rapide et sur lequel Wavestone est particulièrement bien positionné, qui est l'intelligence artificielle. Toujours pour être complet sur l'environnement de marché, deux derniers messages. Tout ce que je viens de dire s'applique à l'ensemble des géographies de Wavestone. Il y a une seule géographie dans laquelle on sent une inversion positive de tendance, qui est l'Amérique du Nord, sur laquelle on commence à voir, c'était très timide jusqu'à cet été, mais petit à petit, on commence à voir un redémarrage de l'activité sur la zone Amérique du Nord. Sinon, dans l'ensemble des autres géographies, Europe continentale, Royaume-Uni, Maroc, Asie, on est exactement dans la même situation de finalement demande extrêmement contrainte dans le domaine du conseil. Dernier élément que je voulais évoquer, j'ai commencé à parler des prix en indiquant qu'ils étaient restés stables au premier semestre par rapport à l'année dernière. Pour autant, on constate un accroissement de la pression sur les prix, c'est normal. La compétition devient plus aiguë, plus vive. Les clients ont compris que le pricing power était revenu de leur côté. Et donc, ils font pression sur nos prix. Pour autant, je dirais qu'on n'est pas dans un environnement dans lequel la concurrence sur les prix est exacerbée et vive, mais ça peut avoir tendance à provoquer un début d'érosion sur nos prix. Pour l'instant, l'impact sur la rentabilité est vraiment de deuxième ordre, d'autant plus qu'il n'y a plus d'inflation salariale. Hein, cette situation de prix très contraint s'accompagne d'une situation qui est beaucoup plus détendue sur le plan des salaires. Et donc, l'effet sur l'exercice 2024-2025 sera nul ou très limité. Et je dirais pour l'instant, le vrai sujet, le vrai facteur clé de succès pour Wavestone, c'est avant tout les volumes de vente, c'est le fait d'arriver à trouver le bon niveau de vente pour progressivement faire progresser nos taux d'utilisation, comme nous espérions le faire dans le courant du second semestre. Les conséquences de cette situation de marché, c'est qu'on a une activité qui est moins bonne sur ce second semestre que ce que nous attendions en début d'exercice. Et le troisième trimestre de l'exercice, pour l'instant, se déroule de manière un peu plus ralentie que ce que nous attendions sur l'ensemble de l'exercice. Et par ailleurs, malgré tous nos efforts pour essayer d'obtenir de nos clients de la visibilité sur le premier semestre 2025, on garde encore un niveau d'incertitude assez fort sur la manière dont nos clients vont engager les nouveaux projets sur le début de l'année 2025. C'est un phénomène qui est assez fréquent quand la situation économique est difficile. Nos clients mettent du temps à boucler leur budget, ils mettent du temps à démarrer les nouveaux projets au début de l'année 2025. Et donc, nous avons le risque d'un début d'année 2025, au mois de janvier, au mois de février, qui va être ralenti et sur lequel on pourrait avoir finalement une dégradation de notre taux d'utilisation sur ces 2 mois, janvier-février, donc en handicapant le quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025. Tout ceci est de nature à avoir un impact sur le chiffre d'affaires du cabinet par rapport finalement à ce que nous attendions, avec un impact également sur la rentabilité du cabinet sur l'ensemble de l'exercice. Mais en ce qui concerne la rentabilité, j'ai déjà évoqué qu'au second semestre, nous prévoyons de dépenser moins qu'au premier semestre. Et par ailleurs, nous avons mis en place un plan d'économie à hauteur d'à peu près 10 millions d'euros pour protéger cette rentabilité. Donc l'impact sur la rentabilité va quand même être amoindri par ce plan d'économie. Peut-être maintenant commenter le dernier slide de cette présentation. En termes d'objectifs financiers, ça se traduit par un ajustement des objectifs par rapport à ce que nous visions en début d'exercice. Nous visons dorénavant, sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, un chiffre d'affaires qui est stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma de l'année dernière, donc aux alentours de 945 millions d'euros. Et en ce qui concerne la marge opérationnelle récurrente,
malgré ce repli significatif du chiffre d'affaires, donc nous visons un chiffre d'affaires stable, alors qu'en début d'exercice, nous visions de 3 à 5 de croissance du chiffre d'affaires. Donc, malgré ce chiffre d'affaires amputé par rapport à notre prévision, l'impact sur la rentabilité devrait être assez limité. Et donc, nous visons une rentabilité opérationnelle et une marge opérationnelle récurrente de 12,5% sur l'ensemble de l'exercice. Voilà les différents commentaires que je souhaitais apporter, et je suis maintenant tu peux te passer de mettre cette photographie. Elle va disparaître. C'était pour introduire cette séance de questions-réponses. Vous êtes maintenant nombreux à être connectés. N'hésitez pas à vous manifester en utilisant le bouton lever la main. Et le temps que vous vous manifestiez, je propose peut-être de revenir sur la question de Caroline tout à l'heure dans le chat au sujet du cours de bourse, parce que je sais que c'est une question que de nombreux actionnaires se posent. Est-ce que tu peux revenir sur la baisse et nous donner des éléments d'explication? Oui. Donc, la baisse s'analyse par rapport finalement à un contexte dans le cadre duquel nous sommes à la croisée de deux secteurs qui sont plus impactés que les autres à la baisse en bourse. Vous savez que la bourse se porte plutôt bien sur les grandes valeurs, elle est beaucoup moins porteuse sur les petites valeurs parce que les risques sont élevés, et en période de risque, les petites valeurs, les small et mid caps sont plus impactés que les grandes valeurs. Et donc, vous avez vu effectivement que sur l'année 2024, le CAC Mid and Small a perdu 10%. Et par ailleurs, d'un point de vue sectoriel, le secteur des services informatiques, le secteur IT Services, est lui aussi sous-performe par rapport aux autres secteurs. Et donc, je suis livré à des analyses, et vraiment ce que je veux vous dire est très grossier, mais quand on fait la conjonction de ces deux éléments, je dirais que il y a à peu près 15% des 25%, dans les 25%, il y en a à peu près 15% qui sont situés, qui sont expliqués par ces deux phénomènes. Et ensuite, on subit l'effet du fait que Wavestone était plutôt, et c'est ce que vous voyez sur longue période, avait plutôt surperformé son secteur sur les 18 derniers mois, notamment grâce à l'annonce du rapprochement avec Cuperior, grâce au fait que nous avions publié de bons résultats qui montraient que le rapprochement était en bonne voie au 31 mars 2025. Et donc, jusqu'au mois d'octobre 2024, jusqu'au mois d'octobre 2024, nous surperformions en year-to-date de 10% l'ensemble du marché, de CAC Mid and Small. Et tout à coup, nous surperformions de 10% les 15% de baisse que j'ai évoqué tout à l'heure. Et par contre, au moment où nous avons commencé à avertir que nous n'allions sans doute pas tenir nos objectifs, là, par contre, il y a eu une désillusion et on a perdu 25%. Et c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, on soit 10% en dessous de finalement notre panier de référence qui est secteur des services IT à l'intérieur du CAC Mid and Small. Très grossièrement, ce qu'on peut expliquer. Donc, il y a une combinaison sectorielle, taille de société, avec une déception qui a été provoquée par le profit warning que nous avons lancé, que nous avions préparé à la fin du mois d'octobre et que nous avons confirmé malheureusement à la fin du mois de novembre. Merci beaucoup. J'ai vu la main et le micro se lever. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si c'est votre prénom, votre nom de famille de monsieur ou madame Bernard. C'est Monsieur N'hésitez pas à prendre la Bernard. parole. Monsieur Bernard, je vous en prie. Bonjour Monsieur Imbert. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Je voudrais savoir quel est le pourcentage du chiffre d'affaires aux États-Unis et si vous avez l'intention de vous développer encore aux États-Unis. Oui, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est 8% du chiffre d'affaires total du cabinet. Et oui, les États-Unis sont une géographie clé pour Wavestone. Donc, d'une part,
Nous avons l'intention d'y avoir une croissance organique sur laquelle nous allons particulièrement nous porter. On a un plan de recrutement ambitieux aux États-Unis et par ailleurs, c'est une zone prioritaire pour nos opérations d'acquisition. Donc oui, effectivement, on a l'intention, et c'est notre projet depuis longtemps, de construire finalement une activité, une plateforme aux États-Unis qui progresse rapidement dans la répartition du chiffre d'affaires de Wavestone. Et ça devient particulièrement pertinent aujourd'hui parce qu'on voit bien que l'année 2025 va être une année de reprise aux États-Unis pour beaucoup de raisons. Et ça va être particulièrement sensible dans le marché du conseil, qui depuis longtemps est en berne aux États-Unis. 2024 avait marqué un faux démarrage du conseil, mais là maintenant c'est vraiment parti. Le conseil va bénéficier à plein du redémarrage économique aux États-Unis, et donc il est plus que jamais important d'y faire croître notre part de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes impliqué pour, disons, sur, disons, les batteries électriques et les voitures électriques en conseil? Oui, nous travaillons sur le sujet plus largement de l'électrification des véhicules dans le secteur automobile. C'est, je dirais, aujourd'hui, les 2 tiers de l'activité qu'on a dans le secteur automobile portent sur des sujets liés au changement de paradigme dans les véhicules vers des véhicules électriques connectés. Et donc, on est très impliqué là-dessus. Et finalement, d'ailleurs, plus que l'électrification, c'est l'électrification et l'introduction de l'intelligence à l'intérieur des voitures qui amène beaucoup de projets et de développement, aussi bien auprès des constructeurs français. Je vous ai dit que chez les constructeurs français, on en avait déjà souffert depuis le début de l'année 2024, mais ce qui a bien résisté, c'est en particulier chez Renault ce qu'on fait dans le cadre des projets véhicules électriques, cybersécurité du véhicule, et c'est la même chose auprès des grands constructeurs allemands. Pour autant, donc, c'est un sujet qui paraît porteur, mais finalement pas tant que ça, parce que les constructeurs automobiles européens souffrent. Nos clients sont des constructeurs automobiles européens. Ils souffrent, et même s'il y a beaucoup de besoins, ça limite leur capacité à investir, et en tout cas à investir en termes de conseils. Donc, ils essayent de faire au maximum en interne, en utilisant leurs propres équipes et en essayant de limiter au maximum le recours à de la prestation externe. Donc, je dirais, les sujets sur lesquels on est positionné nous permettent de résister, mais je dirais que ça reste un point d'attention pour nous. Je dirais que le secteur automobile reste pour nous un secteur sur lequel on exerce une certaine prudence en ce moment. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vois que Françoise, membre du comité consultatif des actionnaires individuels, lève la main. Je vous laisse activer votre micro, Françoise, pour nous poser votre question. J'ai eu des problèmes de connexion, donc j'ai en parallèle la réunion par téléphone. J'espère que vous m'entendez clairement. Oui, très bien, mais il y a un écho et un Larsen. Alors attendez, est-ce que je peux couper? Parce que je n'ai pas le micro sur l'ordinateur où je vous vois. Alors, je vais baisser. Il faut aussi que vous coupiez le haut-parleur sur votre ordinateur. Oui, tout à fait. Et ensuite, on n'aura plus de Larsen. Voilà, comme ça je vous ai. Voilà. Moi, j'ai bien compris que c'est le marasme en France, pas seulement pour Wavestone, mais pour tout le monde. Alors, il y a peu d'espoir que ce marasme s'éclaircisse dans les 3 années qui viennent, quand même. Donc, essayer de trouver de nouveaux débouchés, s'étendre davantage aux États-Unis. Est-ce que c'est encore possible d'envisager de la croissance externe quand la situation de trésorerie de Wavestone est quand même très dégradée par rapport à quoi vous nous aviez habitué dans le passé? Oui. Alors, deux remarques vis-à-vis de ça. Non, en fait, sur le fond, Wavestone garde on a eu des décaissements importants sur le premier semestre, mais Wavestone garde une situation finalement financière, un bilan qui est extrêmement confortable. Donc, on a les moyens de faire de la croissance externe, et Wavestone dégage
des cash flows libres importants année après année. Cette année, même si la situation est un peu plus difficile que d'habitude, on va dégager plus de 55 millions d'euros de cash flow libre. Donc du cash flow qui va vraiment venir alimenter notre trésorerie. Donc on a non seulement une capacité d'endettement, on peut facilement s'endetter à hauteur de 100-200 millions d'euros et par ailleurs surtout on génère du cash à hauteur de en tout cas nettement plus de 50 millions d'euros chaque année. Ça va progresser dans les années qui viennent. Donc on a tout à fait les moyens de réaliser des acquisitions. Ça, c'est le premier sujet. Donc, dès aujourd'hui, vu que l'intégration de Cuperior et de Spirance a été très fluide et que nous avons pris de l'avance sur notre programme, dès aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cibles potentielles et particulièrement, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aux États-Unis. Le deuxième sujet, c'est finalement, même si en France et accessoirement en Allemagne, l'économie ne tourne pas bien, en fait, ce qui va changer l'année prochaine, c'est que petit à petit, l'économie mondiale, elle va commencer à aller mieux. Ça ne va pas être le cas en Europe, malheureusement. On est parti effectivement pour avoir quelques années difficiles, vous avez tout à fait raison. Mais par contre, notre clientèle est une clientèle de très grandes entreprises. Beaucoup d'entre elles sont des entreprises mondiales et donc elles vont aller capter de la croissance hors d'Europe. Et ça, on a déjà observé dans d'autres situations de crise. On peut avoir des clients, finalement, à travers lesquels on est en train d'importer finalement de la croissance qui vient, même s'ils sont français, ils importent, ils nous permettent d'importer de la croissance qui vient d'autres géographies. Et c'est pour ça que je dirais, vous avez peut-être vu, je ne l'ai pas commenté sur les slides, vous avez vu qu'on a gardé notre plan de recrutement intact malgré cette difficulté plus forte qu'on a observée dans le second semestre sur le marché. On a gardé notre plan de recrutement intact parce que on sait que 2025, petit à petit, on devrait voir le marché se stabiliser et commencer à avoir un début de reprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a gardé notre plan de recrutement. Ce plan de recrutement, il va nous permettre de faire progresser nos effectifs productifs de manière très, très modeste, de l'ordre de 3%. Mais pour autant, on est confiant sur le fait de pouvoir utiliser ces 3% pour commencer à faire redémarrer la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, ça peut paraître finalement un petit peu audacieux de le faire, mais on pense qu'il y a un risque calculé ici qui va nous permettre de mieux saisir le début de redémarrage de l'activité en 2025. Et c'est sûr que dans les années qui viennent, il va falloir qu'on soit capable de naviguer dans un marché dans lequel, finalement, le marché domestique, français, allemand, des clients qui restent très domestiques. Il ne va pas y avoir de miracle. Certains tireront leurs épingle du jeu, mais il y en a beaucoup qui vont souffrir. Mais par contre, les clients, grands groupes mondiaux, internationaux, eux, ils vont être en bonne santé parce que le marché mondial va redémarrer. Et donc, il faut qu'on soit capable d'aller chercher la croissance de notre chiffre d'affaires chez eux. Et bien sûr, d'aller chercher cette croissance en direct dans les marchés qui sont plus porteurs, en commençant par l'Amérique du Nord. Et par rapport à la baisse du prix journée pour vos consultants, est-ce que ça, c'est pas inquiétant aussi sur le long terme? Même si vous concurrencez au marché, si le prix de vente est inférieur. Oui, la baisse du prix de journée, à partir du moment où le marché va commencer à s'améliorer, elle va immédiatement se stabiliser. On en a eu l'expérience depuis des années dans beaucoup de cycles. À court terme, j'ai indiqué que ce n'était pas une préoccupation de premier plan parce que, étant donné que l'inflation salariale s'est calmée et étant donné que, je l'espère, on sera en mesure progressivement d'accélérer notre recrutement, on sera capable de maintenir notre ratio prix de vente sur salaire à un bon niveau, en ayant peut-être certes des prix de journée qui sont stables ou en légère érosion à court terme, mais le phénomène de recrutement va permettre
en juniorisant un petit peu nos équipes. En ce moment, nos équipes, elles gagnent de la seniorité parce qu'on recrute de manière assez lente. Dès qu'on juniorisera un petit peu nos équipes, ça va permettre de garder l'équation prix de vente sur salaire, je dirais à peu près stable. Donc, finalement, ce que je viens d'expliquer contribue au fait que la clé pour Wavestone, c'est le plus vite possible d'arriver à retrouver finalement une meilleure dynamique des ventes en profitant du fait que petit à petit, on va être sur un marché qui se stabilise et qui commence à redécoller. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et en interne, donc, le mot d'ordre, c'est absolument de se focaliser sur les ventes, sur le volume de ventes, le fait d'avoir plus d'opportunités sur lesquelles travailler, parce que c'est ça qui va permettre petit à petit de faire redémarrer l'activité. Et je dirais que le prix de vente est quelque chose à surveiller, mais on ne pense pas que ça va être notre préoccupation, on ne pense pas que ça va devenir une préoccupation clé dans cette phase de transition vers le redémarrage du cycle. Merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mains levées, mais je propose de revenir sur une question du chat qui est autour de l'intelligence artificielle. Tu l'as évoqué tout à l'heure dans la présentation, ça représente désormais une certaine part de l'activité de Wavestone. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis sur les missions qu'on mène sur ce sujet et sur l'organisation interne associée? Avons-nous créé une practice ou une offre dédiée? Oui. Nous avons en fait créé deux offres dédiées. Une offre qui est assez ancienne, qui, avant même l'intelligence artificielle générative, portait sur les sujets, finalement, intelligence artificielle pour tirer de la valeur des données de nos clients. C'est ce qu'on appelle chez nous le machine learning et data lab. Et donc là, on a des spécialistes de l'IA qui travaillent pour des grands clients pour leur permettre de tirer de la valeur de leurs données. Un de nos grands clients en la matière, c'est Engie, qui sur beaucoup d'aspects, aussi bien vente, gestion de la relation client et sur des sujets beaucoup plus industriels, nous a confié toutes ces études et analyses en termes de données. Avec l'IA générative, on s'est focalisé sur un deuxième sujet qui est l'intégration de l'IA générative dans les processus de nos clients et dans les outils de productivité individuels de nos clients. Quand je parle d'outils de productivité individuels, je veux simplement parler des suites bureautiques de nos clients qui commencent à être des suites bureautiques augmentées avec l'intelligence artificielle. Et ces deux sujets, effectivement, connaissent une croissance en ce moment qui devient forte. Avant, le machine learning, c'était vraiment un sujet d'initié et c'était des activités de niche assez ciblées. Avec l'IA générative, l'intelligence artificielle commence à pénétrer beaucoup plus loin. Ça donne même un coup de fouet à ce qu'on faisait déjà en termes de machine learning. Et donc, aujourd'hui, pour donner les ordres de grandeur, on s'achemine vers un business en matière d'IA qui va représenter à peu près 4% du chiffre d'affaires du cabinet dans le courant de l'exercice. 4% vraiment concentré sur l'intelligence artificielle, sachant qu'il commence à y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle intégrée dans des projets de manière plutôt marginale que je ne comptabilise pas dans ce chiffre. Petit à petit, l'intelligence artificielle, ça va être comme le digital, il va y en avoir partout. Donc, ça deviendra de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui est intelligence artificielle ou non. Mais je dirais que oui, 4%, pour l'instant, c'est encore modeste. Mais par contre, la progression est assez rapide. Et donc, en particulier les sujets IA générative, aider nos clients à intégrer de l'IA générative, soit dans le quotidien d'une partie de leurs utilisateurs pour être plus efficaces dans leur travail individuel ou dans leur travail de groupe, soit directement dans des processus, par exemple de relations clients, de maintenance, d'analyse, de documentation. Ça, c'est la partie qui progresse le plus vite et qui est en train effectivement de décoller sur le marché. Peut-être pour évoquer l'IA sous l'angle interne, est-ce qu'on a prévu chez Wavestone aujourd'hui mettre en place de l'intelligence artificielle pour
nos consultants pour développer leur efficacité? Est-ce que c'est des choses qui sont à l'étude? Oui, on a commencé avec prudence. Je crois qu'on doit avoir quelques centaines de licences d'intelligence artificielle à l'échelle du groupe et on a fait le choix de vraiment concentrer nos investissements d'une part sur des technologies libres et d'autre part sur les offres de Microsoft. Et quand je parle de quelques centaines de licences, je parle bien de l'offre de Microsoft Copilot. Et on est en train de préparer pour l'exercice prochain. Pour l'instant, on est, vous le savez, il y a un plan d'économie donc, on est un petit peu strict sur les coûts, mais pour l'an prochain, on est en train de travailler sur le déploiement à plus grande échelle de l'intelligence artificielle au sein de Wavestone pour être compétitif, tout simplement, parce que petit à petit, ça va devenir indispensable, ça va devenir un outil indispensable dans la mallette du consultant. On a une question dans le chat autour de la rentabilité sur une dimension déjà court terme sur l'exercice. C'est quoi nos leviers pour atteindre la guidance révisée à 12,5%? Puis j'ajoute une composante peut-être plus de long terme. On a évoqué une cible à 15%. Je crois que c'est 2027. Est-ce que c'est toujours une cible qui est dans nos tablettes? Oui. Donc, à court terme, euh, on a joué pour protéger notre rentabilité sur deux leviers. Il y en a un que j'ai évoqué. À l'évidence, le fait de faire moins de chiffre d'affaires, d'abord, ça pèse sur la rentabilité parce que finalement, on a un certain nombre de charges fixes qu'on n'est pas en mesure de diminuer. Et donc, le fait qu'on fasse moins de chiffre d'affaires, ça pèse sur notre rentabilité. On a deux leviers sur lesquels on a joué pour essayer d'éviter que la situation de marché actuelle ne pèse trop sur notre rentabilité. Il y en a un que j'ai déjà évoqué. Pour compenser l'effet charge fixe que j'évoquais, ben, on a travaillé sur le fait d'essayer de diminuer autant que faire se peut ces charges fixes à travers un plan d'économie de 10 millions d'euros que j'ai évoqué qui permet d'effacer le fait qu'on fait moins de chiffre d'affaires tout en gardant un niveau de charge fixe qui est élevé. Donc, ce plan de 10 millions d'euros, il permet strictement d'effacer cet élément. Et ensuite, on essaye on va avoir un taux d'utilisation qui est moins bon que celui qu'on évoquait, mais que pour autant on arrive je dirais, sauvegarder en étant extrêmement ciblé dans nos recrutements. Je vous ai dit qu'on a gardé un plan de recrutement identique à celui qu'on avait planifié en début d'exercice. À vrai dire, il est identique en nombre de recrutements sur l'année, mais on l'a profondément modifié par rapport au début de l'exercice, d'une part sur les endroits où nous recrutons, et donc bien entendu, vu que le marché présente du relief, on recrute dans les équipes qui sont exposées à des secteurs qui marchent mieux que les autres, ou dans les équipes qui travaillent sur des sujets sur lesquels il y a plus de traction que sur le reste du marché. Donc, en ce moment, on recrute dans les équipes cybersécurité, on recrute dans des équipes qui portent les sujets d'intelligence artificielle, on recrute dans le secteur de l'énergie pour finalement alimenter la croissance de chiffre d'affaires dans ces secteurs-là et permettre de mieux compenser la décroissance de chiffre d'affaires qu'on a dans d'autres secteurs. Et par ailleurs, ce plan de recrutement, on l'a étalé dans le temps. Habituellement, on subit un petit peu les dates de disponibilité de nos candidats, des gens que nous recrutons, pour être parfaitement attractifs. On les recrute au moment où ils sont disponibles sur le marché. Parfois, ça ne colle pas complètement avec le cycle de notre activité. Le marché, en ce moment, surtout des ressources humaines, est devenu très détendu. Et donc, ça nous permet de jouer sur les dates d'arrivée. Et donc, on a retardé et étalé dans le temps les arrivées pour éviter que ça pèse trop sur notre taux d'utilisation. Et donc, on arrive à amortir l'effet de la difficulté du marché sur notre taux d'utilisation par ce biais-là. Pour autant, on sera un petit peu en dessous de ce qu'on avait planifié dans notre plan de marche, d'où le besoin de baisser notre objectif de marge opérationnelle récurrente à 12,5%. Mais on a quand même ces deux leviers qui ont permis de sauvegarder la rentabilité. Si je regarde à plus moyen terme, on sera cette année en retard par rapport à notre plan de marche
sur la progression de rentabilité par rapport aux 15%. Il y a une partie du retard qui n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est du retard qui est lié à notre taux d'utilisation. Alors, il n'a pas beaucoup d'importance par rapport au temps qu'on va mettre à arriver à 15%. Sur le taux d'utilisation des équipes, il n'y a pas d'inertie et c'est quelque chose qui, dès que le marché redémarre, on retrouve assez facilement son niveau normatif. Par contre, la situation de marché actuelle nous handicape sur un autre aspect qui était dans l'arrivée vers 15%. On souhaitait faire progresser nos prix de vente plus vite que nos salaires. Et donc là, il peut y avoir, pour l'instant, on prend du retard sur ce levier-là. Et donc, il va falloir qu'on jauge sur le fait de savoir si ce retard, on sera capable de le rattraper ou non. On a décidé de ne pas se poser la question pour l'instant. Mais à la fin de l'exercice, au moment où on publiera nos résultats annuels, on va faire un exercice de remise à jour de notre business plan en essayant de prendre en compte toutes les nouvelles données marché que nous aurons entre les mains. Et on reconfirmera à cette date notre plan pour arriver aux 15% de marge opérationnelle qui, pour l'instant, effectivement, sont prévus pour le 31 mars 2027. Merci beaucoup, Pascal. Alors, il est 16h30. Je vois que Monsieur Bernard, vous avez une main levée. Je vous propose d'avoir la primeur de la dernière question et ensuite nous conclurons cette réunion. Et merci de me donner la main. Vous avez un contrat de liquidité. Est-ce que vous avez un plan de rachat d'actions au vu de rachat de sociétés disons, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas encore pris position sur ce sujet, mais effectivement, c'est une très bonne question. Et en fonction de l'évolution du cours de bourse là, dans les mois qui viennent, ça peut être un levier sur lequel il est intéressant de se poser. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait ça. Nous sommes une société de croissance et donc on préfère utiliser notre cash pour financer notre croissance, mais à certains moments, effectivement, il y a peut-être l'opportunité de racheter des actions pour ensuite payer en titre des acquisitions que nous pourrions faire dans le futur. C'est un sujet qui soulève plein de questions. En tout cas, il mérite d'être étudié et nous avons décidé de l'étudier avec Laurence Toupy et l'aide de nos conseils dans les semaines qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Peut-être un dernier mot pour conclure, si tu veux évoquer nos prochains rendez-vous. Bah, écoute, très, très volontiers. Donc, nous allons effectivement publier notre chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024-2025 à la fin du mois de janvier prochain. À l'occasion de cette communication, il sera intéressant par ailleurs de vous communiquer des éléments sur la manière dont se déroule le début de l'année 2025. Vous avez compris que aujourd'hui, nous avons intégré une dose de prudence sur notre plan de marche du quatrième trimestre. Il faudra qu'on puisse confirmer effectivement si cette dose de prudence était excessive ou si elle a été complètement nécessaire pour. Je pense que nous avons peu de risques de mauvaises surprises, mais en tout cas, le fait de bien surveiller la manière dont se déroule le début de l'année 2025 sera un élément intéressant et nous ne manquerons pas de le commenter à l'occasion donc, de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Et puis, nous présenterons nos résultats annuels en 2 temps, comme d'habitude. Chiffre d'affaires le 29 avril 2025, résultats annuels au 2 juin 2025. Il me reste à vous remercier de votre présence et de vos questions très intéressantes qui ont permis de compléter et j'espère, de vous donner une image claire de notre situation en vous remerciant de votre confiance, de votre fidélité et en espérant effectivement que dans les trimestres qui viennent, nous allons pouvoir rapidement faire reprendre des couleurs à l'activité de Wavestone et au cours de l'action de Wavestone. Merci beaucoup, Pascal. J'en profite pour conclure de vous évoquer la date du 4 avril prochain. Et donc, ce sera le 4 avril 2025. Évidemment, une erreur s'est glissée dans ce slide que je découvre à l'instant. Mais le 4 avril 2025, on aura plaisir à vous accueillir à la Tour Franklin
pour notre traditionnelle réunion en matinée du club actionnaire. Et par ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat, l'Assemblée générale de Wavestone se déroulera cette année le mardi 29 juillet. Vous pouvez donc bloquer également cette date. On vous communiquera le lieu en temps et en heure, mais en tout cas, la date a été fixée. Ce sera le mardi 29 juillet au matin. Merci à vous. On vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes fêtes de fin d'année si nous n'avons pas l'occasion d'échanger d'ici là. Et merci encore, Pascal. Merci. Bonne fin de journée à tous.